Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Luce L'Épicier, cofondatrice de la distillerie Distell. Donc Distell, c'est une distillerie qui est championne de la revalorisation de matières locales, qui est signataire du manifeste de l'agneau naturel et qui utilise comme matière première des lots de bière qui ne peuvent pas être consommés tels quels. Bonjour Luce. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous partager donc ton aventure et ton engagement à travers la production de Distell. Toi, tu as commencé ton parcours dans le domaine pharmaceutique avec un bagage de chimiste. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de ton expérience et de ton switch dans l'univers des spiritueux ? Oui, en fait, c'est assez drôle parce que j'ai fait de la chimie parce que j'avais envie de cuisiner. Mais vous me voyez pas travailler dans un restaurant le soir, le week-end. J'étais très intéressée par tout ce qui était un peu gastronomie moléculaire, azote liquide, etc. qu'on voyait notamment dans ces années-là, un peu moins maintenant. Mais en fait, au final, donc de fil en aiguille, c'est ce qui m'a mené à la chimie. Le fait d'avoir un métier avec de la pratique, de mélanger des choses, de comprendre ce qui se passe. Le côté scientifique de la chimie était super intéressant. La recherche de médicaments apporte beaucoup aussi en test, en compréhension. Et puis sur ce parcours-là, j'ai travaillé 10 ans en tant que chimiste dans plusieurs pays, en Suisse, en Pays-Bas, en Belgique et pour finir au Canada où je suis, même plus précisément au Québec, où je suis restée 6 ans. Et une volonté de me reconvertir dans un métier qui faisait un petit peu plus de sens pour moi en termes d'écologie, parce que bon, quand même la chimie c'est pas ce qu'il y a de moins polluant. Voilà, et puis d'utiliser mes savoir-faire pour me rassurer un peu, quitte à changer de vie, autant se raccrocher à quelque chose qu'on connaît. Et la distillation m'est apparue comme quelque chose de vraiment parfait pour ça, parce que il y a toutes ces compétences et compréhensions que peut m'apporter la chimie. Et magie, mais ça je l'ai vraiment découvert après, vraiment en pratiquant. Magie de cette reconversion, ça m'a permis aussi de travailler sur le goût, et donc finalement de revenir à ce que étaient mes aspirations initiales, de créer des recettes. Voilà, là maintenant, en plus de travailler avec des restaurants, des restaurateurs, avec échanger avec des gens qui ont les mêmes aspirations que moi. Et est-ce que les spiritueux, tu les as découverts au Canada à travers les microbrasseries, ou tu avais déjà à travers la cuisine et le goût découvert un petit peu tout ce qui pouvait se faire? Ouais, vraiment au Canada. Moi, j'étais pas, je connaissais pas tant que ça les spiritueux, en effet. Quand je suis arrivée au Canada, il y avait ce boom des microbrasseries, et pendant mes années de Canada, il y a eu le boom des microdistilleries, où un peu à chaque ville ou village ou région, il y avait une distillerie qui faisait son propre gin à partir de ses propres ingrédients autour de soi, ce qui était aussi une inspiration super intéressante, de pouvoir se dire que un gin, c'est un peu une page blanche et on peut en faire ce qu'on veut, et on peut vraiment y imprégner notre identité, notre volonté, notre savoir-faire, nos appétences même. Et je me suis dit qu'en France, il y avait eu un petit retard sur le boom des microbrasseries par rapport au Canada, et que vu qu'il y avait le boom des microdistilleries au moment où j'y étais au Canada, c'était le moment de rentrer en France avant que ça explose. C'était déjà en train de commencer. Ces intérêts, où on voyait vraiment que
alors moi c'était à échelle du Québec, mais je voyais qu'un peu dans tout le Canada et toute l'Amérique du Nord, il y avait plein de nouveautés, de nouvelles manières de faire des spiritueux, de les déguster, de s'y intéresser. Voilà. Donc ce lien un peu entre les deux, d'ailleurs, entre microbrasserie et microdistillerie, était déjà assez prégnant au Canada. D'accord. Et comment tu as connu alors ton acolyte avec qui tu as cofondé la distillerie, donc Camille Siplic? Et ben Camille, elle, en parallèle, elle avait fait un permis vacances-travail au Québec. C'est à ce moment-là, en fait, qu'elle a eu un peu, elle cherchait aussi à se reconvertir, changer de vie. Elle était plutôt dans l'administratif. Et en travaillant même dans une érablière, elle a découvert justement tous ces gins du Québec en sirotant un petit peu pendant l'hiver et pendant le Covid. Et elle a eu envie de s'intéresser plus précisément au monde de la distillation. Elle s'est formée à l'Institut Brasicole du Québec qui fait des formations de distillation. Et elle devait faire un stage. Et en fait, pour son stage, elle a postulé dans la distillerie chez qui je travaillais moi. Donc en fait, en quittant mon travail de chimiste, j'ai postulé dans une distillerie en Gaspésie, donc à 1000 km de Montréal, plus de 1000 km. Et Camille, il se trouve qu'elle a postulé pour me remplacer. Donc c'était drôle parce qu'on avait un projet un peu similaire de monter une distillerie en France, plus ou moins dans les mêmes régions, avec des valeurs environnementales qui nous étaient chères, etc. Où on s'est beaucoup retrouvés sur les valeurs. Et on s'est dit que c'était intéressant de monter cette distillerie ensemble, plutôt que d'en monter deux l'une à côté de l'autre. Et donc finalement, elle a jamais pris ta place en fait. Vous êtes rentrées toutes les deux. Et oui. Ben oui. Et en fait, pour la petite histoire, Camille était déjà en France quand on s'est rencontrés, donc on s'est même rencontrés en visio. Et en effet, elle devait aller à l'été suivant faire ce stage à la distillerie des Marigots, donc la distillerie où je travaillais au Québec. Et en fait, en plus, c'était en 2021, donc c'était en pleine période Covid, donc il y avait aussi le fait que c'était pas très facile de voyager d'un pays à l'autre. Et puis, on a été très très vite prises. Moi, je suis rentrée en France en juin 2021, et on s'est rencontrés en vrai à ce moment-là. Et on est vite parti pour le coup, on a fait un tour des distilleries. On n'a pas toutes les distilleries de France, mais on a pu en visiter certaines. Donc, forger un peu nous l'image de la distillerie qu'on avait envie de mettre en place. Alors, ce qui était chouette, c'était aussi de voir qu'il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une distillerie, il n'y a pas une manière de faire, et de pouvoir en visiter d'autres, ça nous permettait aussi de nous ouvrir les portes de notre liberté, de nous, ce qu'on avait envie de faire de ce projet de distillerie. Oui, parce que j'imagine que ton expérience québécoise aussi t'a inspiré sur ce côté, on peut faire tout ce qu'on veut en fait, avec des normes beaucoup moins strictes qu'en France. Oui, vraiment. Il n'y a pas les mêmes normes. J'avais fait aussi mon petit tour des distilleries au Québec. Il n'y avait pas un seul alambic qui était le même. Il n'y a pas une même manière de macérer les ingrédients. Alors au Québec, par rapport en France, ce qui est assez notable, surtout dans le monde de la New Nat, c'est que eux, ils ont pas ce problème on peut faire du gin en faisant notre propre fermentation. Donc ils appellent ça du grain à la bouteille. Donc il y a beaucoup de distilleries, mais pas toutes, qui fermentent leur grain pour le distiller, pour faire leur alcool de base, pour ensuite faire leur gin, ce qui est quelque chose qui n'est pas possible en France à cause de la législation européenne qui impose d'avoir de l'alcool à minimum 96 degrés pour pouvoir s'appeler gin. Un alambic artisanal en général peut pas monter jusqu'à 96 degrés. Et mais voilà, il y avait ça. C'est assez intéressant le côté Amérique du Nord où c'est très libre. Alors des fois c'est un peu n'importe quoi. Il y a des pastis. Bon, c'est vrai qu'on comprend pourquoi il y a des réglementations de temps en temps. On se dit ça passerait pas en tant que pastis en France. Mais voilà, ce côté fou, on peut voilà, rien n'est impossible. Tout ce qu'on a envie de faire, c'est faire des produits bons, qui nous plaisent, qui nous ressemblent. Ouais, je pense que c'est un peu ce côté Amérique du Nord avec la liberté de voilà, ils ont pas les traditions européennes de la distillation. Donc voilà, on peut faire ce qu'on veut. Donc il y avait plein d'alambics différents. Enfin, vraiment, il y avait pas une recette identique dans chaque distillerie, donc ça ouvre vraiment beaucoup de portes. C'est ça qui est chouette. Et votre nom, alors que vous avez choisi Distel,
Ça a été, vous l'avez choisi rapidement. C'était important d'insister sur le féminin, la distillation aussi évidemment. Il nous cause un peu de problème ce nom parce qu'il est vraiment, c'est pas le même quand on le lit et quand on l'entend. Oui. Et les gens qui l'entendent ne savent en général pas l'écrire et les gens qui le lisent mettent un moment avant de réaliser que ça a un lien avec la distillation. Non, ça nous a mis assez longtemps. On cherchait un peu un lien justement à faire un lien avec le Québec. On a beaucoup brainstormé quel nom. Enfin, faire un lien avec le Québec sans faire trop d'appropriation culturelle aussi, non plus, parce qu'on est quand même toutes les deux françaises avec cette tradition française. Que l'histoire du Québec est beaucoup liée à la colonisation, donc on voulait pas trop finalement aller par là. On a passé en revue beaucoup de noms, puis celui-ci est arrivé un peu par hasard. On s'était dit qu'on n'allait pas faire de jeu de mots en référence au salon de coiffure qui font beaucoup de jeux de mots sur leur nom. Je pense qu'on a un peu raté, mais le fait de jouer sur la manière dont c'est écrit répondait bien. C'était un nom qui nous plaisait à toutes les deux. Ça disait, ça dit qu'on a des choses à raconter. Parce que voilà, donc ça s'écrit DISENT-E2ZES. Ça fait qu'on a envie de parler avec notre voix en tant que femme, en effet. Que c'est assez rare aussi de plus en plus, heureusement, on est de plus en plus de femmes à faire ce métier, mais aussi de s'affranchir un petit peu justement des codes, ce qu'on a vécu en s'installant, où on se faisait un petit peu juger par les papis qui faisaient du cognac, de est-ce qu'elles vont réussir à le faire, est-ce qu'elles vont y arriver. Voilà. Oui, il y avait ce côté féminin qui nous était cher, mais c'était pas la première des choses. Mais c'était ça marchait bien. C'est vrai que oui, autant quand on le voit, il y a le côté féminin qui ressort direct. Autant quand on l'entend, on entend plutôt le côté distillation. Oui. Et alors, impossible de le faire écrire à des gens. Enfin, vraiment, c'est systématique. Donc, bon, des fois, on nous avait proposé, notre graphiste nous avait dit, vous devriez changer la manière de l'écrire. Et on tenait à cette manière de l'écrire quand même. Mais bon, voilà. Bah, ça fait la différence aussi. Hein. Oui. Au moins, ça s'oublie pas. C'est ça. Tu nous parlais donc des papis qui font du cognac. Oui. Vous êtes installé en Charente. Et ce qui est marrant, c'est que vous avez décidé d'utiliser plutôt de la pierre que du raisin en matière première. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de vigne, déjà. Aucune de nous deux n'est héritière d'une famille issue d'une famille de distillateurs ou distillatrices. Donc c'est déjà, ça part mal, parce que ça veut dire qu'avoir des vignes, faut soit les acheter, soit les planter, voilà. Et puis on n'est pas spécialement, c'est pas notre compétence, notre savoir-faire idéal de l'agriculture en tant que tel. Et puis voilà, je parlais du côté nord-américain où c'est très libre, où on peut faire tout ce qu'on veut. Le Québec, le cognac, c'est un petit peu tout l'inverse, où il y a un cahier des charges hyper précis, même comme beaucoup d'AOC en France en général, où au final, on peut même se faire refuser l'appellation cognac si on n'a pas exactement le goût qu'il faut d'année en année, alors que bon, on sait bien que le spiritueux est un produit de matière agricole, donc il doit changer normalement d'année en année en fonction des récoltes, en fonction du soleil, en fonction de la pluie. Ça, c'est un autre sujet. Et voilà, cette affinité avec les microbrasseries, elle s'est créée en tout cas dans mon cas au Québec, pour Camille aussi en fait. Et on s'est dit en fait, qu'est-ce qu'on va distiller comme matière première ? Parce que nous, c'était une évidence qu'on voulait faire notre alcool de base nous-mêmes et pas acheter de l'alcool neutre. Et ça aurait été dommage en fait d'acheter du raisin en Charente-Maritime pour ne pas l'appeler cognac, parce qu'il y a tellement une plus-value aussi là-dessus. Enfin, ça coûterait beaucoup trop cher pour quelque chose sur lequel on peut pas marquer cognac sur l'étiquette. Et donc voilà, on s'est rendu compte que, en plus, on était donc sur ces années post-Covid où il y avait vraiment beaucoup de lots de bière qui avaient une date de péremption qui était dépassée à cause de la fermeture des bars. Donc on s'est retrouvé avec cette matière première à revaloriser. On s'est dit ça nous fait un premier jus pour faire nos premières bases d'alcool. On verra ensuite. Et au final, ça n'a jamais changé. D'une, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une gamme qui a au moins un fil conducteur. Alors on pourrait faire des eaux de vie sur base de pommes, de raisins, etc. Mais pour l'instant, nous, on se focalise un petit peu sur une signature, à défaut d'avoir pas beaucoup de produits. On a quand même un fil entre tous nos produits.
C'est une matière qui est super intéressante. Au nombre de microbrasseries qu'on a autour de chez nous, enfin, partout en France en général, il y a toujours 1000 litres par-ci, 500 litres par-là, 3000 litres par-ci. Heureusement pour les brasseurs, c'est pas tous les ans des lots à déclasser ou à jeter. Mais voilà, c'est une base d'alcool qui est disponible et qui est facile intéressante à revaloriser, qui a des aromatiques super intéressantes. On pourrait même pousser encore plus loin, mais ça sera plus tard, à faire des eaux de vie différentes en fonction de chaque bière qu'on distille, parce qu'il y a vraiment plein d'aromatiques à aller chercher. Et puis au final, on est dans le monde du whisky. En fait, le whisky, c'est du malt fermenté qu'on a distillé et fait vieillir 3 ans. Et la bière, c'est du malt fermenté dans lequel il y a du houblon. Donc ça empêche l'appellation de whisky. Mais sinon, on barrait sur cette même base aromatique et on peut aller, comme on le voit sur le whisky, on peut aller sur des aromatiques complètement différentes en fonction de la fermentation, du grain utilisé, etc. Des levures. Et cette logique de revalorisation, finalement, alors vous l'utilisez pour votre alcool neutre de base, mais à la distillerie, vous avez aussi créé tout un réseau d'artisans locaux qui vous fournissent des matières locales issues de leur activité et qui finiraient en fait en déchets. Ça a été difficile à mettre en place tout ce réseau, ou alors ça s'est fait assez naturellement? Non, au contraire, je pense que ça s'est même fait un peu intuitivement. C'est pas quelque chose qu'on avait réfléchi à l'avance. Peut-être sur le début, sur le côté lancement, où on réfléchissait à économiser un petit peu, mais et encore même pas vraiment, c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était qu'on voulait travailler uniquement avec des matières qu'on trouvait autour de chez nous. Donc les épices, on voulait aller, les épices, les aromates qu'on voulait mettre dans notre gin ou dans nos alcools. On voulait aller les cueillir localement, on voulait apporter des notes, découvrir un petit peu la faune et la flore endémique ou ce qui est cultivé, parce qu'il y a beaucoup de producteurs et productrices de plantes aromatiques qui nous permettraient d'avoir différentes saveurs. Et puis on s'est dit bah ouais, mais bon, si on avait envie de donner des notes d'agrumes, on n'a pas de citron vraiment qui pousse encore. Et encore, ça c'était il y a 3 ans, mais maintenant il commence à y en avoir des citrons en Charente-Maritime. Mais de cacao, par exemple, le cacao ne pousse pas encore très très bien en Charente-Maritime. Et en fait, c'était un peu lié à ce côté rencontre. Où quelqu'un nous a dit moi j'ai cet ingrédient qui est un sous-produit de ma production. Donc quand les chocolatiers torréfient leur fève de cacao, ils enlèvent la petite pellicule qui est autour de la fève qui s'appelle la cascara, et cette cascara ils la mettaient dans la rue pour faire du compost. Et en fait c'est encore une aromatique dingue de cacao, bien chocolat noir Vanouten. Donc c'est comme ça qu'on a fait d'ailleurs notre premier produit, la Mistel cacao, par rapport au fait que vous voudriez pas en faire quelque chose de cet ingrédient. Et nous ça collait dans nos cadres, donc c'était soit une plante endémique, soit cultivée localement, soit si ça pousse pas sur place, c'est le déchet d'un autre artisan. Et en fait de fil en aiguille, au début c'était plus des rencontres, puis après on s'est mis d'une manière ou d'une autre à poser la question quand on rencontrait d'autres artisans. Mais vous auriez pas quelque chose que vous jetez? Et c'est fou, donc ça nous est arrivé comme ça, on a presque plus d'ingrédients revalorisés, de sous-produits que d'ingrédients qu'on achète, parce qu'il y a déjà vraiment beaucoup de travail avec tout ça. Beaucoup d'aromatiques à aller récupérer, à aller sauver du compost. Donc voilà. Donc finalement, vous réfléchissez plus aux recettes après avoir fait la liste des ingrédients disponibles, plutôt que de vous dire il faut qu'on trouve ça, il faut qu'on trouve tel ingrédient pour faire telle recette. Exactement, c'est devenu c'est ça. Ouais, on a inversé la tendance et on a énormément d'ingrédients. C'est vrai que ça permet de faire beaucoup de choses. Voilà, donc pas besoin de chercher en particulier des ingrédients, ils arrivent tout seuls. Là, j'ai récupéré des coins encore la semaine dernière. Bon, ça t'intéresserait ça? Et moi, en plus, je sais pas dire non. Enfin, c'était le même truc avec. On a des nouveaux ingrédients. Au bout d'un moment, on en a peut-être presque un peu trop, mais mais il y a plein de choses à faire. Voilà, il y a plein de produits qui peuvent donner des goûts qui sont chouettes. Et vous travaillez sur quels alambics alors? Alors, on a officiellement 4 alambics, mais il y en a un qui est en convalescence depuis le début de la création de la distillerie. Donc, on a un tout petit alambic de 40 litres à Bain-Marie. Donc pareil, nos alambics, ils avaient une autre vie avant nous. Donc le petit alambic qui s'appelle Marguerite, on l'a récupéré chez une association de bouilleurs de cru
de Lorraine. Donc eux, ils se baladent avec les petits alambics chez chaque arboriculteur pour distiller les fruits, les prunes, etc. Là, lui, il nous permet de faire des tests et puis des petits lots parce que 40 litres, on fait déjà 80 bouteilles. Donc s'il y a des recettes sur mesure, c'est vraiment cool de l'utiliser. On a Jacques et Françoise, donc ils sont venus ensemble, qui sont un alambic de 200 et un alambic de 400 litres à repasse, à feu nu et chauffé au bois. Il n'y a que Marguerite qui est chauffée au gaz. Donc ils sont, c'est les alambics, pareil, c'est des alambics qui servaient à distiller des fruits. Ils viennent de Champagne. Ils sont à bascule, donc c'est des alambics à repasse. Donc typiquement même type d'alambic qu'on aurait en Charente pour le cognac, sauf que c'est pas du tout la même forme, il n'y a pas d'oignon, c'est vraiment des alambics très simples avec une marmite, un col de cygne et un serpentin. Et donc chauffé au feu de bois. Et le côté bascule est chouette, et le fait qu'on puisse l'ouvrir en grand, on verra plus tard, ça nous permet de mettre des ingrédients dedans, de faire des réaromatisations, de faire des gins, des orangettes, etc. Redistiller nos fruits une fois qu'ils ont macéré dans l'alcool pour aller récupérer l'alcool qui s'est imbibé dedans. Et le premier des alambics finalement qu'on a adopté, c'est Paul, c'est un alambic armagnac. Et lui, on l'a acheté dans la Sarthe, donc c'était c'était une famille qui revendait, qui arrêtait l'activité de distillation. Le fait qu'il soit en continu, ça ne nous permet pas de mettre des ingrédients solides dedans. Mais par contre, c'est un alambic qui est super efficace pour distiller des jus et des grands volumes de jus. Donc, il est utilisé, on l'appelle alambic armagnac parce que typiquement, on le voit beaucoup dans l'armagnac. C'est celui qui sert à faire l'eau de vie d'armagnac. Il est plus économe que les autres en eau et en bois parce que en fait le jus qu'on va distiller sert de liquide de refroidissement autour du serpentin. Et donc pendant qu'il se préchauffe, il fait le refroidissement, donc on a moins besoin de chauffer, on n'utilise pas d'eau pour refroidir les vapeurs d'alcool. Mais par contre, une fois qu'on a allumé, tant qu'on alimente alors nous dans notre cas c'est de la bière qu'on distille. Tant qu'on alimente en bière, il y a des vapeurs d'alcool qui vont en ressortir. Et donc, en général, on l'allume, nous, 2 fois par an pour une durée, je l'espère, de 3 jours. Là, c'est la durée idéale. On a fait, depuis 3 ans, on a un peu testé toutes les durées, des très courtes et des trop longues. 7 jours d'affilée, c'est beaucoup trop. Mais 3 jours, c'est pas mal. Ça nous permet de passer beaucoup de volume. Par exemple, la dernière fois qu'on a distillé en 3 jours, donc d'un mardi matin à un jeudi soir, donc non-stop, faut compter qu'on dort pas la nuit, on met du bois dans l'alambic, etc. On a pu distiller 13 000 litres de bière pour avoir un alcool à 70 degrés en une seule fois. Donc, à peu près 1200 litres d'eau de vie à 70. Donc c'est assez intéressant. Nous on fait notre alcool de base comme ça. On accumule la bière pendant tout le reste de l'année. On la stocke et dès qu'on a suffisamment de bière, on allume l'alambic et on fait notre eau de vie de base pour créer après toutes nos autres recettes. Et aussi on en profite quand on allume l'alambic pour distiller à façon pour soit des vignerons, des vigneronnes, des brasseries aussi. Quand plutôt que de me donner leur bière destinée à être jetée, ils veulent revaloriser et avoir un produit alternatif. Ils font leur eau de vie de bière ou même leur gin signature. Et c'est chouette de les accompagner dans ce projet de revalorisation de leur perte en tant que telle, quoi. Super. Et vous faites alors en produit propre de la distillerie, vous avez notamment une catégorie Mistel. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une Mistel ? Et à la base, c'est quand même plutôt réalisé à partir de raisins. Comment vous vous êtes dit, tiens, on va faire bon, c'était logique si vous aviez envie de revaloriser de la bière, mais comment s'est fait le cheminement de se dire, tiens, on va faire une Mistel à partir de l'eau de bière? Donc une mistel, c'est un mou muté. Donc le fait de mettre de l'eau de vie dans un jus de raisin, par exemple. Donc c'est comme ça qu'on fait le pinot en Charente. En fait, en mettant de l'eau de vie dans le jus de raisin, on va empêcher les levures de se développer et transformer le sucre en alcool, ce qui nous permet d'avoir un sucre déjà présent par le jus de raisin, par l'ingrédient végétal qu'on utilise de base pour faire l'alcool.
Et donc au début, on était vraiment parti, on voulait vraiment s'inspirer du pinot. Est-ce qu'on voulait faire du pinot? On voulait faire un vermouth sur base de pinot à la toute base, au tout début. Et puis on s'est dit, mince, en fait c'était plus pareil à l'envers. À chaque fois, nous on réfléchit avec ce qu'on a. On a de l'eau de vie de bière. On va pas mettre de l'eau de vie de bière dans un mou de raisin, je sais pas, ça pourrait, hein, il y a pas de contre-indication, mais ça me paraissait, j'avais envie de garder un lien entre notre alcool, notre eau de vie et le mou qu'on va muter. Et donc on a repris un petit peu la base, donc le côté justement un peu chimique et technique du truc. Ok, un mou muté, donc dans le cas de la bière, c'est le céréale qui donne son sucre pour ensuite être transformé en alcool par les levures. Donc, on va mettre de l'eau de vie dans un mou de bière. Donc là, pour le coup, on a demandé aux brasseurs, donc là, c'est les brasseurs-cueilleurs qui sont pas très loin de chez nous, qui étaient un petit peu les premiers à qui on avait écrit et qui étaient très enthousiastes à ce projet de distillerie qui n'existait pas du tout encore. On a demandé si c'était possible, si ça se faisait. C'est vrai que ça se croise pas beaucoup, mais ça existe déjà. On n'est pas les seuls à l'avoir fait dans le passé. De brasser un mou, mais donc justement de nous le récupérer avant qu'il ait fermenté, pour garder vraiment tout le sucre qui vient du céréal. Donc ça, c'est comme ça qu'on a créé on l'a appelé la Mistel, déjà que c'est un produit. Donc le Pinot des Charentes, c'est une Mistel, mais aussi le Ratafia, le Pommeau en Normandie qui est fait à partir de jus de raisin et d'ajout de Calvados dedans, c'est le même principe de Mistel. En Espagne et dans le sud de la France, ils appellent même ça la Mistel. Mais voilà, sinon on a plusieurs Mistel en France en fonction des régions. Le Macvin du Jura, je sais plus ce que j'ai dit déjà. Ratafia, Macvin, Pinot, Pommeau, Porto même, c'est des Mistel. Donc voilà, on s'est dit bon pourquoi pas, on va aller coûte que coûte tester un truc qui n'existe pas, et c'est plutôt bon et c'est chouette. En plus le malt, donc on le voit parce que les bières sont moins fortes en alcool, mais contient moins de sucre au final que du jus de raisin. Et moi, j'avoue que j'ai une petite tendance à aimer les choses très peu sucrées en général. Donc, l'avantage du mou de malt muté par rapport à un mou de raisin, c'est que voilà, on va avoir moins de sucrosité résiduelle. Après, il y a des techniques de mutage où des fois ils laissent fermenter un tout petit peu le raisin justement pour enlever du sucre, et le mutage permet de stopper la fermentation et non pas de l'empêcher complètement. Et vous rajoutez pas du tout de sucre dans vos mistels? Non, pas du tout. Ok. Et alors, quelles sont les autres catégories de produits? Et ça, sur les autres catégories. Et oui, alors les mistels, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a plusieurs, parce qu'il y a la version nature, et les autres, comme au début on voulait faire un vermouth, on a fait des macérations de plantes après le miltage. Donc on a cacao, thymus et cascara. Donc ça, c'est des apéritifs à 17 degrés. On a une gamme qui est un petit peu toute seule dans sa famille, mais qui était vraiment aussi notre produit d'essence de base qu'on avait très envie de faire, qu'on avait longtemps à faire d'ailleurs, la mer. Donc on l'a appelé la mer maritime. Donc il est un peu tout seul dans sa gamme, mais il est millésimé parce que chaque année on va pas avoir la même cueillette de plantes. Mais on a mis de l'absinthe maritime, qui est une armoise endémique de Charente-Maritime, du Masseron, parce que c'est pareil, dans les amers on trouve souvent de la gentiane. Et il n'y a pas de gentiane en Charente-Maritime, même pas en forme de déchet. Et donc on s'est intéressé à cette plante qui est vraiment un peu emblématique. On utilise sa graine et on l'appelle sur l'île de Ré, il l'appelle le poivre de l'île de Ré. Et en fait, on peut aussi utiliser sa racine. Donc j'ai voulu aller mimer un petit peu l'état d'esprit racine de la gentiane en utilisant la racine du masseron. Et on a mis des écorces de pamplemousse qu'on avait récupérées chez nos amis les glaciers. Et on a sucré avec, pareil, on voulait trouver un sucre local, parce qu'il y a un sucre en Charente-Maritime, donc on a trouvé du miel. En fait, c'est les producteurs, c'est une apicultrice qui est venue vers nous en disant, vous auriez pas quelque chose à faire avec un miel qui a légèrement caramélisé, donc que je peux pas vendre en tant que tel, en tant que miel, et donc ça s'appelle du miel destiné à l'industrie. En général, il est vendu pour faire du pain d'épices. Puis pas grand chose de plus, ça a quand même pas tant, c'est pas tant utilisé que ça. Du coup, on a récupéré ce miel qui nous permettait de sucrer à un coût moindre quand même que si on achetait du beau miel bien blond et bien sirupeux. On a fait une autre gamme qui s'appelle la douceur.
Donc là, c'est plutôt nos liqueurs. Nos liqueurs qui n'ont pas le droit de s'appeler liqueurs parce qu'elles sont pas assez sucrées. En fait, un liqueur, c'est minimum 100 grammes de sucre par litre. Et nous, on est sucré, donc avec du miel aussi. Donc on a 2 miels différents. On a le miel qui a légèrement caramélisé, donc est super pour l'amertume. Donc dans la mer, on l'utilise, dans l'amaretto aussi. Des notes un peu de caramel. Et un miel qui a juste tout simplement légèrement fermenté. Ça arrive aussi beaucoup quand le miel est trop humide, il va fermenter tout seul. Alors c'est pas très alcoolisé en tant que tel, c'est encore plein de sucre. Mais pour l'apiculteur, c'est un produit qui est déclassé. Et donc les douceurs, elles sont donc majoritairement mises en valeur d'un ingrédient qu'on va avoir revalorisé. Donc on a notre limoncello, notre glacier favori qui est à une demi-heure de la distillerie. Il fait toutes ses glaces avec des fruits frais bio. Donc ça c'est super important, surtout si on veut mettre à tremper dans de l'alcool. On ne peut pas mettre des écorces de citron bien traitées dans de l'alcool. Et comme on utilise l'écorce entière, on a un limoncello qui est légèrement amer parce qu'il y a la partie blanche, le zeste, qui vient ajouter une amertume que moi j'aime beaucoup, et assez peu sucré, donc il surprend beaucoup comme limoncello. Le mandarinetto, la verveine qui est une verveine citronnée qu'un ami produit sur l'île de Ré. On a même fait les queues de fraises en douceur. Alors c'est plus expérimental. Mais voilà, on avait un peu ce côté-là, donnez-nous des ingrédients, on va en faire quelque chose. Et un produit qui plaît beaucoup, c'est l'amaretto, à partir des noyaux d'abricot, des noyaux de pêche. Donc là, on récupère chez le glacier, mais aussi chez les confituriers. De temps en temps, en fonction des années. Alors ça, c'est un peu dur, parce que l'année dernière, il n'y avait pas du tout d'abricot. Enfin, très très peu. Donc on avait même lancé un appel à tous nos amis qui se lançaient dans une confiture pour qu'ils nous gardent les noyaux de côté. Ça donne des côtés amandes. Et notre dernière gamme de produits, c'est la goutte. Donc la goutte, c'est les eaux de vie à plus fort degré, donc à 40 degrés quand même, on est une distillerie. Donc les douceurs, elles sont plutôt à 23 et les autres, j'ai cité avant, autour de 17-18. La goutte, on a deux eaux de vie de bière qu'on a laissées telles quelles. On a voulu tester justement ce que je disais tout à l'heure, les goûts différents amenés par un brassage en particulier, une bière ambrée qui nous donne d'une manière assez surprenante des goûts très fruités. On a presque l'impression de boire une eau de victoire. Et là, on avait la Maraiodé là qu'on n'a plus en ce moment parce qu'on avait gardé en blanche, mais là elle est en petite, qui était une bière légèrement tourbée. Et c'est vrai qu'on a retrouvé super bien ce côté fumé, et en plus elle avait, je pense qu'elle était légèrement iodée aussi, la bière. Et ça, c'est ressorti dans l'eau de vie. Donc on a une pointe de salinité. Bon bref, c'était assez fou comme eau de vie. Un peu fumée, un peu saline, à manger avec des huîtres, à boire en accompagnement avec des huîtres, c'était super. Et des recettes qu'on teste. Donc nous, on a fait l'orangette. Ça, c'était une inspiration un peu spontanée. On a filtré les écorces d'orange après avoir fait la douceur. On a filtré les écorces de cacao après avoir fait la mistelle cacao. Mais ces déchets, nos propres déchets contiennent encore beaucoup d'alcool et d'aromatiques. Donc de les mettre ensemble dans l'alambic, on s'est dit que ça ferait une super comme la confiserie de Noël de l'orangette. Donc on l'a fait et ça marche super bien. C'est comme une orangette, mais c'est une eau de vie. Et on a fait aussi donc en collab avec des brasseurs un gin pour l'instant. J'ai envie d'en faire d'autres. Je pense que pour moi, j'avais pas envie de me retrouver sur le marché du gin où il y en a vraiment beaucoup en France, où il y avait un peu cette concurrence assez enfin voilà, faut faire le meilleur gin ou de la meilleure manière ou de la manière la plus rentable, je sais pas. Moi, j'ai plutôt travaillé sur le côté émotionnel et sur l'histoire, en fait, de le faire ensemble, de revaloriser leur bière, d'aller cueillir ensemble, de créer cette recette. Et nous, ça nous permettait d'avoir quand même un peu de gin en boutique, un produit qui plaît bien quand même. Donc oui. Voilà. Et maintenant, on fait des ateliers de gin, mais c'est drôle. La semaine dernière, on en a fait avec même des novices. On peut vraiment apporter sa patte sur chaque gin, et c'est fascinant là, ce gin. Et ouais, ça fait une sacrée gamme de produits déjà. Hein, c'est impressionnant. Il y en a des nouveaux à venir parce qu'il y a toujours des ingrédients qui traînent dans les cuves. Et tu fais quelques vieillissements aussi? Un petit peu, mais très peu. Justement, comme on avait déjà beaucoup de produits, voilà, ça fait que 3 ans qu'on existe, donc il y avait un peu tout ça. Alors il y a des produits qui sont dans des fûts. La Mistel Malte, on l'a fait vieillir d'ailleurs un petit peu dans un fût, et on a une Mistel Cascara qui est en train d'être oubliée dans un fût, mais elle va juste se bonifier avec l'âge. On a 3 eaux de vie qui sont en fût pour le moment.
Petit fût en général, parce que voilà, aussi pour pas engager trop de stockage et de stock, mais voilà, des fûts de 50 litres, un petit peu. Mais c'est pas, c'est voilà, à voir ce qu'on va en faire. Oui. Après, ça donne très envie de travailler un whisky quand même avec les amis brasseurs avec qui on travaille. Vrai whisky. Et alors vous êtes signataire avec la distillerie du manifeste de l'agneau naturel. Est-ce que déjà localement vous avez d'autres distilleries signataires du manifeste pas loin de chez vous, et quel rapport vous entretenez avec le collectif? Alors pas loin, c'est chouette parce que récemment j'ai rencontré une distillatrice. Mais alors c'est par un autre réseau. On est un réseau d'artisanes, de femmes artisanes en Saintonge, là où on est. Et il y a une distillatrice de cognac qui fait tout au feu de bois, sur du vin en méthode nature, etc. Donc c'était une super belle découverte de l'avoir rencontrée. Et donc là on échange de plus en plus et on a vraiment envie de travailler ensemble. Même potentiellement de redistiller les lits de son pinot et des choses comme ça, de faire des créations de recettes ensemble. En local, en Charente-Maritime, moi je pense que Mathilde, je sais même pas si elle est encore signataire du manifeste, mais en tout cas elle travaille dans le même état d'esprit que nous. Ouais. Et sinon par contre à travers toute la France, en fait, comme on a aussi l'habitude de se déplacer pour des salons, majoritairement pour des salons, on a commencé par se croiser beaucoup en tant que distillateur et distillatrice de l'agneau naturel à Paris, à Bruxelles, à Nantes, en tant que des salons. Et puis on a décidé aussi d'échanger un peu plus. Donc de temps en temps, il y a des distillateurs et des distillatrices de l'agneau naturel qui viennent justement quand j'allume mon alambic jour et nuit. C'est des super coups de main. En échange, de temps en temps, je vais les aider aussi dans leur distillerie. On essaye de créer un peu plus ce réseau, puis même de temps en temps juste le fait de s'appeler, de se parler pour avoir les mêmes problématiques. Oui, ça fait du bien. De s'organiser en collectif pour faire connaître en fait cette manière de faire, ce qui est notre spécificité par rapport aux gins artisanaux qui sont faits à partir d'alcool acheté, qui fait que on n'est pas le plus compétitif sur le marché de par notre manière de faire. Donc oui, c'est un réseau qui est vraiment précieux, qui nous permet beaucoup d'échanges, beaucoup de richesse, de manière de faire, de transmission, de savoir-faire aussi. Chacun un peu à sa manière a des choses à apporter les uns aux autres. Donc c'est vraiment vraiment vital et vraiment super intéressant comme réseau. Super. Et alors tu me disais que au niveau alors de l'équipe interne, la distillerie allait avoir du changement puisque ton associé donc Camille change d'horizon. Comment toi tu envisages l'avenir de l'équipe? Oui, donc Camille va partir vers de nouvelles aventures, est partie depuis fin juin. Donc depuis début 2025, on est en train de trouver des nouvelles personnes, des nouvelles forces vives. Là, il y a une petite équipe qui commence déjà un petit peu à se former. Alors, ce serait pas des gens qui sont, pour l'instant, c'est pas des gens qui sont à temps plein et qui sont présents sur place à la distillerie, mais c'est déjà des aides précieuses. C'est des compétences précises. Je pense à Kevin qui a créé le réseau Zebi, donc pour zéro boisson industrielle, qui a pris le relais sur la communication, parce que c'est vrai qu'une seule personne faire tout, à la fois la production, la commercialisation et la communication, etc. C'est beaucoup. Pour l'instant, j'ai Philippe aussi qui reprend les ateliers, qui est en train d'apprendre à pouvoir reprendre les ateliers de gin. Il y a Romain aussi qui nous aide sur la partie commercialisation, marketing un peu plus. Donc voilà, on est en train de faire rentrer, puis après petit à petit, soit se mettre en commun justement à plusieurs distillateurs et distillatrices pour ce fameux alambic qui distille en continu des litres et des litres d'alcool. Ça nous permettrait, si on le mettait en collectif, de repartir chacun après avec notre eau de vie, donc de venir mettre en commun ce temps de travail et de repartir après avec notre eau de vie chacun dans nos distilleries et de créer nos recettes qui nous ressemblent avec nos signatures.
Voilà, il y a tout ça qui se met en place. Donc le but c'est pas du tout de rester toute seule. Le but c'est continuer à faire venir des gens. J'ai aussi une amie qui elle organise plutôt des événements pour des mariages, des cocktails, etc. Donc le fait de se trouver un lien entre nous, c'est hyper vital et hyper intéressant de pouvoir elle pourra présenter nos produits et les produits de l'agneau naturel. On a aussi je pense à Hélène qui est une super mixologue complètement fan des gnoles naturels, donc qui est capable de venir l'amener en termes de nourriture, de accords mais spiritueux plus cocktail. Voilà, donc c'est tout ça. Distel n'a pas prévu de rester toute seule. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas prévu de rester toute seule dans Distel. Je fais rentrer des associés. Petit à petit, ça prend le temps. Faut laisser les rencontres se faire un petit peu. C'est comme pour les ingrédients. Mais je suis sûre qu'au fur et à mesure, ça va arriver. Est-ce qu'on peut, en tant que amateur, on peut venir visiter la distillerie? Oui. Nous, on a des portes ouvertes tous les mercredis après-midi, donc ça c'est peut-être plus pour les gens qui sont en local. Et puis après, sinon, il suffit d'appeler, de prendre rendez-vous. On fait des visites, soit on fait des visites guidées de 1h30 avec dégustation, de découvrir justement, rencontrer Marguerite, Paul et Jacques. Et de découvrir un peu, voir les cuves et l'antre, la salle des potions comme j'aime bien l'appeler, où tout macère et l'eau est filtrée, etc. Donc ça c'est sur rendez-vous, il suffit de nous appeler et puis on peut organiser une petite disponibilité pour faire visiter tout ça. Et puis voilà, il y a les ateliers gin qui durent plutôt 2h30, 3h, donc qui incluent cette visite et cette découverte du monde de la distillation. Mais en plus après on peut avec un petit alambic d'1 litre mélanger des plantes les unes avec les autres et faire son gin signature en famille ou entre amis. Là on a des dates qui sont calées, il faut regarder sur notre Instagram ou sur notre site internet aussi, je pense. On a une boutique en ligne sur le site internet. Et ou sinon on peut réserver sa date en groupe si on a envie d'être en exclusivité. Okay. Super sympa. Bah, écoute, on mettra le lien vers le site de la distillerie en tout cas en description de l'épisode, comme ça tout le monde aura l'info. Merci beaucoup. Luce, c'est juste une dernière question. C'est est-ce que tu as un souvenir est-ce que tu as une plus grosse claque de dégustation? Est-ce que tu en as plusieurs ou peut-être la dégustation de ton premier spiritueux? Est-ce que tu as un souvenir en particulier que tu aimerais partager? Ouais, je pense que pour le coup, ces histoires de gin là, ça fait que j'ai récupéré plein de... surtout au Québec, c'était beau. Toutes mes dégustations de spiritueux tournaient beaucoup autour du gin, donc j'ai vraiment apprécié découvrir le côté boisé en fonction des régions de ce qu'on trouvait. Et je me rappelle qu'un jour avec mon copain, on avait un peu sorti toutes mes bouteilles de gin de mon placard, parce qu'il commençait à y en avoir beaucoup, et de les déguster les unes après les autres et de se dire waouh, celle-là est très bonne, celle-là est super bonne, ça c'est bon aussi, et de faire waouh, il y avait un distillateur qui était passé justement, qui est originaire de Charente mais qui est installé à Sao Tomé et qui était passé visiter ma distillerie et qui m'avait laissé une bouteille de son gin comme ça. J'avais pas encore pensé à regarder. Et lui, il fait son gin à partir d'alcool de palme. Donc dans les pays d'Afrique où il distille le vin de palme. Mais sinon, moi j'adore, en fait, surtout ce qui me plaît, c'est de rencontrer la personne derrière la bouteille. Sur le vin, c'est un peu la même chose parce qu'à force de faire des salons de vin nature, tous les vins que j'ai chez moi, j'ai rencontré la vigneronne en général derrière. Et ouais, c'est une émotion. Il y a tellement de choses à raconter différentes et c'est ça qui est beau aussi dans l'agneau naturel et dans plein de choses. Enfin, dans les petites distilleries artisanales, c'est qu'il n'y a pas une manière de faire un produit. C'est de se laisser aller à la surprise, de se laisser comprendre ce que la personne a voulu transmettre dans sa bouteille, en fonction de sa personnalité, en fonction de son terroir, en fonction des ingrédients qu'il a à disposition, de pourquoi, s'il a fait venir des ingrédients de loin, qu'est-ce que ça raconte pour lui. Et ouais, moi, je m'attache beaucoup à cette histoire qu'il y a derrière les spiritueux. Voilà. Super. Merci beaucoup, Luce, d'avoir répondu à mes questions. Tu fais en tout cas un très beau travail. Donc avec Distel, il y a donc bien sûr l'intérêt technique et gustatif, mais derrière c'est aussi un engagement qui mérite d'être connu et diffusé le plus possible.
Merci beaucoup. Merci à toi, Constance. Et pour les auditeurs d'Eau de Vie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Eau de Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.